Bouana-Kaombo, bonjour. Bonjour Frédéric Molongo, je suis fier encore et heureux de te revoir. Vraiment mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux aussi, les réciproques à toi, à toute ta famille, à ta carrière, à toutes tes entreprises. Voilà. Bouana-Kaombo, nous venons encore vers vous parce que l'actualité de la République démocratique du Congo est d'une grande acuité. Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent. On va commencer quand même par la première, c'est celle qui s'est passée vraiment après la fête de la Saint-Sylvestre, où les fils d'Évariste Bochab et Demuzito ont commis un accident sur le boulevard du 30 juin où il y a eu 5 personnes qui sont décédées et Évariste Bochab a réussi à extirper son fils Yann Bochab qui a 27 ans et qui est actuellement en Belgique. Alors, qu'en pensez-vous d'abord? J'ai vu les images. Ces images sont choquantes. Ces images sont insoutenables. Ces images sont inacceptables pour toute personne qui possède l'humanité en soi et qui peut regarder des corps inertes, écrasés, tués par l'inconscience, par l'irresponsabilité de l'enfant Bochab et consort, puisqu'il n'y a pas que l'enfant Bochab qui était dans cette voiture, il y avait aussi l'enfant du Premier ministre Muzito. Mais vous savez, c'est l'image effectivement qu'ils offrent à l'opinion internationale, à l'opinion en général de notre pays. Que ce n'est pas ce pays-là qui devait vivre de tels drames. Ça devait être un pays où les lois sont respectées, un état de droit. Or, avec ce que je viens de vivre, avec ce que je viens d'apprendre, que ceux qui ont tué, ceux qui ont commis l'irréparable, puisque c'est l'irréparable, il faut le dire. Il y a ces familles-là qui pleurent, qui ont perdu les leurs à cause de l'inconscience, à cause de la folie de certains enfants qui appartiennent à cette oligarchie qui règne au Congo. Et par-dessus le marché, j'apprends que cet enfant-là, l'enfant Bochab, a été exfiltré du Congo et il se trouverait en Europe, quelque part. Mais en Europe, il sera jugé comment? Si le Congo était un état de droit, si le Congo était vraiment une démocratie, mais s'il y avait vraiment la séparation de pouvoir, si le pouvoir judiciaire n'était pas inféodé, comment est-ce que l'enfant Bochab peut être exfiltré du Congo pour venir en Europe? C'est ça le témoignage. C'est cette manière de montrer effectivement aux Européens qui accueillent des gens comme ça, pour dire, mais comment voulez-vous que chez nous, que ça soit un désordre et que chez vous, vous puissiez accueillir des gens qui commettent des désordres dans leur propre pays? Mais bon, Jean-Paul, sans vous couper la parole, vous savez très bien que la Jeep qui a ôté la vie à 5 compatriotes congolais avait la plaque numérologique marquée 01 AN, Assemblée nationale. Donc c'est un véhicule qui appartenait à l'État congolais. Au pouvoir public. Voilà. Et que l'Assemblée nationale congolaise, c'est celle qui conçoit et qui rédige les lois. Et qui légifère. Voilà. Effectivement. C'est là où il faut dire à monsieur l'actuel Premier ministre belge, qui vient de féliciter, je ne sais pas la classe congolaise, qui vient de féliciter l'imposteur
que soi-disant il a été reconduit. Non, chez nous il y a pas un état de droit. Chez nous c'est la jungle, c'est la jungle. Pour ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que les histoires qui appartiennent à l'État appartiennent à eux. Ce sont pas les histoires qui appartiennent au peuple congolais, aux contribuables congolais, puisque cette Jeep-là, c'est la Jeep du contribuable congolais. Et c'est ce contribuable congolais-là dont on vient de faucher autant d'enfants et autant de personnes. Et puis, ceux qui légifèrent, ne respectent pas les lois et ils exfiltrent un criminel pour le mettre, soi-disant, à l'abri en Europe. Nous allons nous en occuper. Nous allons nous en occuper. Ingeta. Bon, Jean-Paul, nous continuons par rapport aux infos qui nous parviennent de la République démocratique du Congo. Il paraîtrait que Joseph Kabila serait en Chine, d'après la rumeur qui court, et que ça prendrait du temps. Et certains disent même qu'il est parti pour 3 mois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une rumeur. Écoutez, moi, je ne peux pas émettre un avis sur des rumeurs. Mais on dit que, on l'a bien vu en Chine, avec Robert Mugabe, ils sont ensemble en Chine et qui serait parti avec plusieurs bagages qui montreraient peut-être un signe de déménagement. Écoutez, que ça soit ainsi ou que ça ne soit pas ainsi, il y a un objectif que nous poursuivons et qui est inéluctable, qui est irrévocable. Cet objectif, c'est de capturer ce petit bonhomme, de le juger dans notre pays pour toutes les forfaitures, pour tous les actes odieux qu'il a commis sur notre territoire, en commençant par son entrée dans notre pays par effraction, parce qu'il n'est pas congolais. Et en commençant par cela, il est sur notre territoire d'une manière illégale. Et il a utilisé l'imposture jusqu'à devenir président dans notre pays, en lieu et place de Congolais pur sucre, avec la complicité, nous le répétons toujours, la complicité de multinationales, de la communauté internationale, entre guillemets, comme on le dit, mais nous savons avec la complicité de qui? Avec la complicité aussi de certains Congolais, qui sont aujourd'hui, qui revêtent la veste de l'imposture aussi, de la félonie et de la trahison, puisque nous savons que ces phénomènes ont toujours existé depuis la nuit des temps. Mais ça n'a jamais fait vraiment mouche, puisque là où nous vivons aujourd'hui, nous savons effectivement comment nous allons nous occuper de tous ces gens-là. Paul Kaumbu, Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est le président élu de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui en résidence surveillée. Personne ne peut le voir, ni les membres de sa famille, ni les cadres de l'UDPS sont partis, ni les activistes des droits de l'homme, encore moins son propre frère, l'évêque Gérard Mulumba, qui a profité de son séjour de la Senco pour aller voir son frère et il a été empêché. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Etienne Tshisekedi est en résidence surveillé par ses compatriotes congolais. Donc il est presque en otage parmi ses propres frères. Alors, comment vous justifiez ça? Mais je vais d'abord vous dire ceci, Freddy Mulongo, que les traîtres ont toujours existé de tous les temps. Même du temps de Jésus-Christ. Etienne Tshisekedi étant président élu, il est dans la légitimité. C'est clair. Pour preuve d'ailleurs, regardez comment les Congolais, la jeunesse congolaise s'exprime
à travers le monde, hein, pour montrer à la face du monde que le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo, ce n'est plus le Congo d'aujourd'hui, hein, parce que la volonté du peuple doit être respectée. Ce qui vient de se passer, c'est vous les journalistes, vous utilisez des termes assez formidables d'ailleurs que j'apprécie. Il y a eu un hold-up. Et celui qui commet un hold-up, ça doit être un bandit. Celui qui commet un hold-up, ça doit être un voyou, un gangster. Vous comprenez? Alors, le gangster, quand il vient voler, il utilise en tout cas tout ce qu'il a comme moyen pour d'abord vous neutraliser et puis tirer tout ce qu'il a besoin dans votre maison. C'est ce qui se passe. Tu sais qu'elle dit, c'est vrai qu'il est en résidence surveillée. En résidence surveillée. Mais cette décision a été signée par qui? C'est par un fils du Congo. C'est par un enfant du Kasaï, qui s'appelle Adolphe Lomanou, qui est du Kasaï oriental, comme tu sais qu'elle dit. Vous comprenez? C'est vous dire effectivement que ce genre de personnages sont en train de vivre ce qu'on appelle leur dernier moment. Leur dernier moment, puisqu'un voleur, on finira toujours par l'attraper. Et puis, un criminel, il peut beau dire qu'il peut se cacher. Le cas, par exemple, de Klaus Barbie, vous l'avez suivi ici à Paris, il s'est transformé, il a changé de nom et tout ça jusqu'à devenir, je ne sais pas, un Bolivien, un Sud-Américain, mais il a fini carrément dans la nasse. Et puis, tous ces gens-là, nous allons les attraper, ne vous en faites pas. Mais tu sais qu'il dit, nous le protégeons même à distance. Il est même le protégé de tous les Congolais. C'est-à-dire, quand tous les Congolais prient pour un individu, ça veut dire que cet homme est très puissant. Il faut le dire. Tout ce que vous avez vu, remarqué, les chars, les trucs, on brutalise le frère Tshisekedi, tout ça, etc. Ce ne sont que des scénarios élaborés de manière à intimider les gens qui n'ont pas la force de l'esprit. Mais nous qui avons la force de l'esprit, et comme lui-même Tshisekedi a cette force, puisque regardez son parcours, c'est pas un parcours d'un invertébré, c'est un homme véritablement vertébré. Et il sait que tous ceux qui sont en train de cogiter, de faire tout ça, ce n'est que du théâtre, ça va passer, ça va se disparaître d'ici peu. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui, elle, demande vraiment à la CENI de s'amender ou soit de démissionner? Vous savez, maintenant, je suis tellement fier du travail que les catholiques viennent de faire. Puisqu'à un certain moment, on sentait comme si il n'était plus vraiment du côté du peuple. Maintenant, l'Église catholique vient de prouver que sa mission essentielle, c'est cette mission de œuvrer pour la justice et la vérité. Et cette justice et cette vérité doit être connue, doit être sauvegardée à tout prix, car le peuple congolais a tellement souffert. Qui vont souvent à l'église? Ce sont toujours ces gens-là qui souffrent, qui cherchent un réconfort, qui cherchent un soutien spirituel, un soutien moral, un soutien social. Et ce sont ces gens-là qui doivent mériter la protection de l'Église. C'est pas ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple. C'est pas ceux qui ont utilisé tous les moyens pour tricher et voler la victoire du peuple qui protégeront ce peuple-là. Ça doit être maintenant l'Église. Et l'Église maintenant catholique a joué un rôle le plus formidable, le plus salutaire. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion en tout cas pour saluer en tout cas le travail qui a été abattu lors de cette plénière à l'église Saint-Joseph, c'est ça, à Matongé.
et qui a été même choisi comme un lieu tout à fait symbolique et aussi emblématique, parce que c'est là où est partie la révolte des chrétiens le 16 février 1990 ou 90, lorsqu'on avait fermé la conférence nationale, la conférence nationale souveraine, et que avec cette manifestation des chrétiens, donc les chrétiens ont eu raison sur le pouvoir qui voulait toujours continuer à brimer et à dominer le peuple. Bwana Kaumbu, vous disiez tout à l'heure que le président Étienne Tshisekedi est quand même une personne qui est aimée, on les sent, et beaucoup de Congolais les soutiennent, beaucoup de Congolais prient pour lui. Mais lorsque vous entendez quelqu'un comme Jean-Marie Kassamba dire que Étienne Tshisekedi n'est rien, il n'a rien fait, il n'existait pas, il n'y a rien qui caractérise cet homme, alors que Jean-Marie Kassamba est aussi des Kabea Kamwanga comme Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est instrumentalisé? Est-ce que... Certainement, le mot est là, il est instrumentalisé. Et puis, c'est un peu les jeunes gens qui sont faibles d'esprit. Et puis, et ces personnages ont toujours existé, hein, je venais de vous le dire. Mais Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'il voulait que Tshisekedi fasse des Kabea Kamwanga? Et je me pose aussi la question de savoir ce qu'il a posé comme question. C'est comme qui dirait le Congolais se pose la question de savoir qu'est-ce que Simon Kimbangu a fait pour le Congo ou pour le peuple noir. Comprenez? C'est comme qui dirait qu'est-ce que Lumumba a fait pour le Congo. C'est comme qui dirait qu'est-ce que Mouzé Laurent Kabila a fait pour le Congo. C'est comme qui dirait Pierre Moulele, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo. Et lui-même, Kassamba, si c'est Kassamba, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo. Non, mais il est quand même le responsable du projet de 5 chantiers. Hein, voilà. Et c'est quand même quelque chose d'important. Le 5 chantiers qui n'est qu'un slogan vide, puisque c'est 5 chantiers. Est-ce que les 5 chantiers dont on se gargarise toujours de parler, ces 5 chantiers, sont-ils palpables où? Mais si il faut dire que Tshisekedi n'a rien fait, mais Tshisekedi a fait beaucoup de Tshisekedi. Comprenez? Qui sont en train de lutter maintenant contre l'impérialisme, qui sont en train de lutter maintenant contre l'occupation de notre pays, si lui, Jean-Marie Kassamba, ne comprend pas que notre pays est sous l'occupation, il n'y a qu'à le situer là où on situe tous les traîtres et les félons, puisque ce sont peut-être des garçons qui ont été mal, excusez-moi, le mot est dur, mal lotis depuis leur jeunesse, et que pour croire que aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, il faut carrément qu'ils trahissent, qu'ils perdent leur âme, qu'ils perdent même ce qu'on appelle en tout cas la dignité d'être congolais, pour ne pas dire louba, donc d'être congolais, au vrai sens, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de qui est Moulouba, qui est de Kabea Kamwanga, qui est de Kasumbalesa, Aujourd'hui, nous parlons d'un patrimoine qui est commun aux Congolais, c'est-à-dire c'est le Congo, notre patrimoine que Dieu nous a donné et qui est sous l'occupation en tout cas des Tutsis. Et que les Tutsis dont Kassamba est en train de défendre en lieu et place de quelqu'un qui est son père. Comprenez? Et il y a chez nous un proverbe qui dit « On ne mord pas le doigt qui t'a nourri ». Il y a certaines choses qu'on dit en public et d'autres qu'on ne peut pas dire de son papa. Comprenez? Ça tient à l'éducation, ça tient à l'éthique, ça tient aussi à la morale. J'aimerais quand même parler personnellement, c'est Jean-Marie Kassamba.
puisque je vais lui rappeler effectivement une chose. Anchiluba. Kwetukundela. Nashaba kwambanzala. Kujamu kwetukundela. Voilà. Si il est réellement de Kabaya Kamwanga, il a compris ce que je viens de dire là. Bwana Paul Kaumbu, on sent qu'il y a une effervescence par rapport à la personnalité de Yachichi, Etienne Tshisekedi. C'est l'icône du Congo. Les Congolais les portent au-delà de l'ère tribu, au-delà de l'ère province, au-delà disons de l'ère territoire. C'est ce que dit, on les porte quand même par rapport à la figure emblématique qu'il symbolise aujourd'hui. Est-ce que l'ennemi de Tshisekedi aujourd'hui, c'est pas les Luba eux-mêmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu dis que l'ennemi de Tshisekedi, c'est les Luba, vous généralisez un peu, hein. Mais moi, je ne crois pas. C'est une question vraiment à 1000 balles. Hein. Non. Pourquoi c'est Adolphe Lumuna qui est du Kasaï qui signe sa résidence surveillée? Pourquoi Lambert Mende Omalanga qui est du Kasaï qui les vilipende? Pourquoi Bochab aussi? Pourquoi tous ces gens, bon, je ne parlerai pas des Katangais qui sont aussi des Luba, ouais. Pourquoi ça par rapport à une seule personne? Ouais, mais c'est un phénomène qui est tout à fait sociologique aussi, il faut le dire. Oui. Bon, je peux aussi te rétorquer cette question. Oui. Comment Jésus, qui était juif, a été mal reçu par les Juifs? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que Judas Iscariote, qui était parmi les meilleurs disciple de Jésus, hein, s'est laissé instrumentaliser? De toute façon, il faut dire une chose. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure. L'ennemi utilise toujours l'enfant de la maison pour l'instrumentaliser et puis montrer au monde entier que voilà, il n'est pas aimé. Même dans sa propre tribu, ce qui est faux. Ce qui est faux. Je peux vous dire que il faut voir même les urnes, comment les urnes ont parlé dans le Grand Kasaï. C'est-à-dire que ce soit au Kasaï oriental comme au Kasaï occidental. Les urnes ont parlé, c'était éloquent. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas aimé parmi les siens? Non, je parle de ça parce que quand je vois l'image de ces jeunes hommes, Cédric Niana plutôt, qui est rentré de l'Angola jusqu'au Bas-Congo, qui a fait campagne pour Yachichi, qui a été tellement déçu dans son âme par les faits il s'est immolé pour ça. Mais il n'est pas Moulouba. Ces jeunes de 22 ans qui s'est dit, mais Yachichi, un jour, bon, il aura toujours ses pouvoirs, mais bon, moi, j'ai... Autour de ces grands personnages, voilà. Il y a toujours des phénomènes comme ça. Il faut voir comment Tshisekedi est aimé par tout le monde. Hein. Il faut pas... Il est aimé par... ce sont des petites minorités peut-être qui règlent certains comptes, je ne sais pas lesquels. Mais Tshisekedi au Kasaï, c'est la fierté du Kasaï. Tu comprends? C'est la fierté parce que c'est un homme qui s'est mis debout pour dire... Non, ceux qui étaient avec lui d'ailleurs dans ce combat, comme les Ngalou Lampandangila, qui est aussi du Kasaï, comme les Mpindumboaboa, qui est aussi du Kasaï, oriental encore, comme les Capita Paul, hein, qui sont du Kasaï, tous ces gens-là, lorsqu'ils ont créé l'UDPS, ces gens, pour les intérêts purement et simplement matérialistes, mercantilistes, ils ont été instrumentalisés par Mobutu. Hein? Tu n'as pas oublié cette époque où l'UDPS a été infiltré et il y a eu autant de membres de l'UDPS, pour la plupart d'ailleurs du Kasaï, qui sont devenus carrément des Mobutistes au début de la création de l'UDPS.
Donc c'est les Ngaloula, c'est les Kapitas, c'est les etc., etc., etc. Comment tu peux expliquer ce phénomène? Alors, ce sont des choses qui ont été... Mais la majorité, tu le sais très bien, la majorité a toujours une majorité. C'est-à-dire, quand un homme est constant dans son combat, il est sûr de lui. Et même, il suscite carrément l'admiration, même de ses... Puisque l'ennemi préfère d'ailleurs traiter avec quelqu'un qui est constant que quelqu'un qui tangue à tout moment. Les gens comme les Mende Omalanga, les gens comme les Kassamba ici, Mais moi, je vais m'occuper personnellement de ces jeunes hommes-là, puisque je sais comment je vais régler son compte. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la majorité de toutes ces personnes qui fustigent aujourd'hui Yachichi, ce sont les mêmes qui, d'une manière ou d'une autre, ont bénéficié des largesses de l'UDPS. On se rappelle que la majorité quand même des personnes qui fustigent aujourd'hui l'UDPS, ce sont des gens, lorsqu'ils ont été en exil, ils ont obtenu leur droit d'asile face à... Exactement. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est l'ivresse de la trahison. C'est l'ivresse de la trahison. Il ne faut pas oublier aussi que l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Bochab, a été dans l'UDPS. Vous comprenez? Il y a eu tellement de gens qui ont été dans l'UDPS et qui ont trahi même cette UDPS et qui ont trahi carrément un de leurs. Tu comprends? Et ce phénomène est explicable sur différents points. C'est-à-dire l'appât d'argent, l'appât du matériel, et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, il suffit seulement que le pouvoir trouve dans l'UDPS un esprit faible pour l'utiliser, l'instrumentaliser à son profit, à celui. Nous avons vécu tellement des Je ne veux pas, devant ce micro, dire des choses parce que nous sommes au front. Et comme on est au front, nous attendons lorsque la victoire sera effective. Et nous allons dire des choses. Je ne veux pas dire des choses qui vont permettre à nos détracteurs et en même temps à nos ennemis, parce que là nous ne sommes pas devant les adversaires, mais devant les ennemis du peuple congolais. Et nous ne voulons pas tout dévoiler ici. Mais quand on sera carrément dans le cœur de notre victoire, on dira des choses aux Congolais pour que ce comportement que nous vivons aujourd'hui, qui est contre-productif de notre pays, ne puisse plus exister. Nous dirons des choses clairement en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Commission électorale nationale indépendante? Est-ce que vous pensez que Daniel Ngoï Mulunda, Jacques Njoli, Mathieu Mpaka et les autres doivent démissionner, ou quelle configuration donner à cette commission électorale indépendante? La commission électorale indépendante, c'est une commission qui est inféodée au pouvoir de l'imposture. Un homme comme Ngoï Mulunda, ce n'est pas par hasard qu'on l'a choisi pour être président de cette commission, parce que c'est un escroc. Il devait servir en tout cas les intérêts de l'imposture. Et puis Njoli, il a prouvé qu'il est petit d'esprit aussi. Entre guillemets, on l'appelle professeur. Mais quel est le professeur qui peut se comporter devant, alors qu'il semble avoir enseigné? Son enseignement, est-ce que ça a des effets, ça a des retombées positives sur les étudiants qu'il a enseignés? Puisqu'il a prouvé qu'il est escroc aussi. Donc voilà, ce genre de professeurs qui s'impliquent dans la politique juste pour tirer des bénéfices matériels, des bénéfices pécuniaires, ce ne sont pas des gens honnêtes. Ces gens-là ne peuvent même pas enseigner. Non, mais il est quand même soutenu, il est du MLC quand même, hein. C'est un parti important du pays. Je ne vais pas parler du MLC. Le MLC, par son chef, qui a commis l'inacceptable. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Comprenez? Il a accepté l'inacceptable. L'inacceptable, c'est-à-dire la corruption pour céder la place à l'enfant qui n'est pas du pays. Voilà le MLC. Le MLC
Et ce parti qui semblait être majoritaire dans la province de Kinshasa et qui a laissé carrément passer quelqu'un qui n'est pas de cette majorité pour devenir gouverneur. Le MLC, c'est les Ndjoli là qui viennent d'être corrompus avec 3 millions de dollars. C'est le MLC. Le MLC, c'est là où, au lieu de défendre carrément les leurs, comme le jeune homme qui a été assassiné, qui a dénoncé l'irresponsabilité des autorités congolaises, comme Botetti, le fils Botetti, a été purement et simplement tué. Le MLC, c'est cet MLC qui n'a pas soutenu le président de la majorité de la province de Kinshasa, qui, entre guillemets, c'est mon beau-frère d'ailleurs, Marius Gangale, qu'on a assassiné. Je n'ai pas vu là où le MLC a fait des actions pour dénoncer, pour condamner cet assassinat-là. Le MLC, ce n'est pas un parti qui mérite vraiment d'être respecté comme les autres partis qui cherchent le changement. Je me pose la question si le MLC n'a pas été constitué juste pour en tout cas chercher des privilèges matériels. C'est un parti appendicite des joséphistes, PPRD. Je crois l'avoir dit dans mes interviews passées que l'attitude de MLC n'est pas cette attitude qui est susceptible à prouver qu'ils sont du côté du peuple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer d'ici jusqu'à la fin du mois, en fait? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution? Il y en a certains qui ont proposé à ce que les partis au pouvoir et le président Etienne Tshisekedi puissent négocier pour voir ce qui peut se passer. Il y a Léon Kengo à Dondo qui a perdu quelques dents à Paris, mais qui va revenir bientôt à Kinshasa. En tout cas, on ne sait pas ce qui peut véritablement se passer dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui, d'après vous... ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est la fuite de l'imposteur. Ah bon? Ah oui, il va fuir. Certainement, peut-être qu'il a déjà fui. Certainement qu'il a déjà fui. Il a déjà fui le pays complètement? Il va fuir, ça c'est sûr. Dans les jours qui viennent, l'imposteur, il sait très bien, il a senti que maintenant nous vivons une étape qui n'est pas une étape de mensonge. Maintenant, regardez comment l'Église catholique s'est mise debout. Regardez comment la résistance congolaise s'est mise debout en Afrique du Sud, à Londres, en Suisse, au Canada, partout dans le monde et tout ça. Quelque chose, un phénomène qui ne s'est jamais fait depuis que le Congo est dominé par les laquais des impérialistes. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous vivons une étape tout à fait décisive. Et puis, le petit bonhomme, le petit imposteur, il sait que c'est fini. Ses heures sont comptées, il va fuir. Je crois même qu'il a déjà fui. Il y a un travail qui s'est fait au Congo. Et qu'on ne va pas dire comme ça devant le micro, mais il y a un travail de fourmi, qui se fait sérieusement au Congo, n'en déplaise à ceux qui sont impatients. Vous savez, toute révolution a toujours du temps, il a toujours du temps pour arriver donc à l'objectif. Mais notre révolution a mis du temps, mais nous sommes déjà là devant la porte de la libération. Ça, il faut le dire, il ne faut pas que les gens se découragent, se fassent des idées, mais il est certain que ce que l'Église vient de montrer là, ceux qui savent lire les choses, les signes des temps, ils doivent comprendre. Ce qui se passe ici dans la diaspora
ceux qui ont les yeux pour voir et ceux qui ont les oreilles pour entendre savent déjà que ce régime est un régime qui est déjà foudroyé. Il est foudroyé, il est capoute. C'est fini ça. Ils ne sont pas en mesure de diriger, puisque le peuple n'obéira pas à des institutions qui sont illégitimes, qui sont carrément des institutions issues de mensonges. Donc non, c'est fini. C'est fini. Et nous vivons maintenant ce qu'on appelle la génération carrément Ingeta et Laka. Et Laka, Oyo Simon Kimbang Alobaki, il y aura des enfants du pays qui vont revenir et qui parleront dans toutes les langues de la planète. Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont en Corée, qui ont manifesté, en coréen. Ils vont rentrer au pays, ils vont parler coréen. Et il y en a qui viennent de l'Australie, donc chez les aborigènes. Et il y a des Congolais qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui vont revenir. Et les gens qui ont les yeux et qui savent interpréter les signes de temps doivent comprendre effectivement que c'est la libération. C'est ça la deuxième libération du Congo. Qui s'est fait. Moi-même, j'ai été à l'ambassade du Congo à Berne, où j'ai tapé sur la table pour montrer effectivement que c'est lui qui a été élu, c'est Etienne Tshisekedi. J'ai mis personnellement sa photo au mur. Et ce n'est pas pour un positionnement ou pour quoi que ce soit, c'est pour montrer effectivement que la vérité est têtue. C'est celui-là que le peuple a choisi. Et puis, le petit bonhomme qui se maintient avec le soutien de tous ces félons, ces imposteurs et ces traîtres et tout ça, ils savent que ils ne feront plus mouche, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je le dis et je le répète. Il y a un travail qui s'est fait sérieusement. Même, je suis sûr que l'imposteur n'est plus au Congo puisqu'il sait que le travail se fait même à Kingakati. Alors, comment expliquez-vous une ville comme Kinshasa, qui a plus de 12 millions d'habitants, les gens ne sortent pas dans la rue pour manifester? Non, mais ils ne vous le diront pas quand ils vont sortir. Hein. Ça fait partie carrément du travail qu'on est en train de dire. Non, ils vont pas sortir comme ça pour servir, pour répondre à l'agenda donc des dominateurs là, des imposteurs. Non. Hein? Donc, c'est-à-dire, la résistance a un agenda. Et son agenda ne doit pas être dévoilé. Hein? De sorte que l'ennemi qui est en face de nous puisse en tout cas utiliser cet agenda pour... Je vous avais dit une fois que dire que on l'a dit sur le plan institutionnel, que le 6, ce monsieur-là ne sera plus président et tout ça. On a dit, bon, c'est bon. Mais en principe, sur le plan de la stratégie, on ne pouvait pas le dire. Parce qu'il ne faut pas dire à un voleur que je viendrai vous arrêter le 6. Parce qu'ils chantaient les 6 décembre, Tokolongo la Kabila. Mais ils ont chanté, mais le 6 décembre est passé. Il passait comme, comme un jour ordinaire, en fait. Non, mais c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Dans la résistance. Oui, c'était interprété comme ça. Mais dans la résistance, nous avons notre agenda. Et cet agenda, on ne le dira jamais. Cet agenda, on ne le dira jamais. Et ceux qui sont pressés, ils doivent carrément se patienter. Et ils vont fêter ces jours-là. Ils vont fêter ces jours-là aux éclats d'ailleurs. Ils vont rire aux éclats. Dire, oh, on s'est soufflé pour rien pourtant. Ce n'était que ça. Mais c'est ce qui s'est fait. Vous savez, lorsque les Noirs américains sont devenus citoyens comme tous les Américains, mais ça a mis du temps, hein. Ouais, on a commencé par les Black Power, on a commencé par les Black Panthers avec Karl Michael, on a commencé par Malcolm X, nous sommes arrivés jusqu'au niveau de Martin Luther King et des Coréens, la dame qui s'est révoltée dans le bus contre Rosa Parks, ça a déclenché carrément un mouvement d'émancipation extraordinaire, et finalement le pouvoir fort, qui se croyait fort, hein, a fléchi. Et les Noirs américains étaient devenus des citoyens comme tout le monde, ils votent, ils décident et tout ça. Ils sont arrivés même à créer leurs écoles, leurs universités. Ils sont arrivés à créer même leur musique, qui était une musique d'ailleurs qui a dominé même la musique de ceux qui se disaient plus puissants qu'eux.
hein, lorsque les gens comme les James Brown disent « The Black is beautiful », qui a une petite phrase qui a carrément déclenché la démentalisation des Noirs qui étaient complexés devant les Blancs. Tu comprends? Pour dire, mais le Noir est beau. Nom de Dieu, nous sommes beaux. Partout, on est beau. Et puis, on est beau. On est beau. Et les Congolais sont beaux. Ils ne ressemblent pas aux Rwandais. Les Rwandais sont vilains. Les Congolais sont beaux. Paul Kaumbu, vous disiez tout à l'heure que l'imposteur peut déjà quitter les pays, mais je voulais quand même revenir là-dessus. C'est-à-dire que si Joseph Kabila n'est plus là... Il ne faut même pas parler de Joseph Kabila. Oui. Le nom Kabila, c'est un nom congolais. C'est un nom qui appartient à notre frère de sang, qui est Kabila Kamakol, qui est Luba. Donc, il n'y a pas de Luba au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas de Sushi Luba, que je sache. Cet imposteur a porté le nom de notre frère. Et lorsque nous le condamnons, nous le maudissons, on le maudit sur le nom de notre propre frère. Ce n'est pas bien. Il faut carrément enlever, décortiquer, enlever ce nom-là de sa carapace pour lui laisser son vrai nom d'imposteur qui est Kabila, qui est Kanambe Hippolyte, puisqu'il signe, il continue à signer lui-même Hippolyte Kanambe. Bon, supposons que Hippolyte Kanambe est parti. Donc, d'après la Constitution, en fait, c'est les Danté Kengwa Dondo qui prend les pouvoirs. Non. Non, Kengwa Dondo, comment il fera ses discours? Non, moi, je crois que Kengwa Dondo est un condamné à mort. Est un condamné à mort par tous les actes qu'il a commis sur notre propre territoire. Kengo est un Tutsi de mère et puis polonais de père. C'est pour te dire effectivement que ce pouvoir ne va pas faire mouche puisqu'ils vont partir. Ils savent qu'ils ont commis l'imposture et ils vont partir. Les vrais Congolais pur sucre, nous sommes là, nous venons pour prendre carrément les responsabilités et l'avenir de notre pays, pour préparer l'avenir à nos enfants et nos petits-enfants, etc., pendant des millénaires. L'époque que nous vivons, c'est une époque tout à fait emblématique. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que la libération du Congo entraînera automatiquement la libération de toute l'Afrique noire qui croupit encore sous la botte de l'impérialisme occidental. Il faut le dire tout simplement, clairement, et ça. L'Occident n'aimera jamais voir l'Afrique debout parce que l'Afrique, c'est son marchepied. C'est là où il peut tirer en tout cas encore des ressources. L'Occident ne badine plus avec l'Asie. La Chine devient maintenant une grande puissance, l'Inde, etc. Et l'Amérique latine, il y a Chavez qui s'est mis debout avec Morales. On voit le Brésil qui est une puissance aujourd'hui, qu'on hésite encore de situer si c'est une 4e ou 5e ou 6e. Ça veut dire aujourd'hui que dès que nous libérons notre pays, nous allons revisiter tous nos accords avec l'Occident. Nous allons voir qu'est-ce qui peut être bénéfique pour l'Afrique. Et tout ça, c'est le Congo qui sera le leader pour le déterminer. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il ne faut pas prendre cette histoire comme si la résistance lutte pour chasser, mettre hors d'état de nuire l'imposture, mais après l'imposture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un travail encore titanesque. Il faut carrément déboulonner tous les mécanismes de domination impérialiste. Comprenez? Et ça, c'est un travail qui se fera avec le Congo. Et ça doit partir du Congo. Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement par cette lutte de chasser le petit Kanambe du bon. Mais il y a ceux qui tirent les ficelles en coulisses, qui sont carrément toutes ces puissances occidentales. Je dis bien occidentales, à travers leurs multinationales et tout ça, etc. Il faut qu'on arrive à contrôler nos richesses nous-mêmes, il faut qu'on arrive à sécuriser notre territoire, il faut qu'on redonne en tout cas la dimension promotionnelle à l'homme congolais, c'est-à-dire que l'homme congolais soit au centre, en tout cas de la préoccupation de l'État congolais. Nous devons créer une nouvelle bourgeoisie,
un capitalisme qui est un véritable capitalisme congolais pour carrément contrebalancer tous ces rapaces qui viennent nous dominer. Comprenez? Il y a un travail titanesque à faire. Et ça, nous devons préparer les esprits, nous allons préparer carrément, nous allons mettre les balises pour préparer le Congo. Non seulement le Congo de 50 ans, mais ça sera le Congo en tout cas de 1000 ans et tout ça. Mais voilà, à partir de nous. Oui, mais j'y reviens encore à ma question parce que lors de l'agression de Léon Lobich Kengwa Dondo à la gare du Nord à Paris, nous avons vu et entendu les médias dire qu'il était la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo, alors que... qui n'arrange pas l'imposteur. Alors qu'on on venait tout juste de sortir des élections. Alors lorsqu'il y a les élections, on s'est dit tout repart à zéro. Donc Kengwa Dondo, qui a été, je pourrais dire, un opposant de la 26e heure. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Voilà. A par magie retrouvé tout juste après son poste de président du Sénat. C'est quand même ahurissant. Comment est-il devenu président du Sénat alors qu'il n'était pas majoritaire au Sénat? Voilà, c'est ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine. Hier, il était Premier ministre de Mobutu. La conférence nationale met Mobutu au banc des accusés, Kengo devient opposant. Juste en tout cas pour infiltrer l'opposition, le neutraliser. C'est son jeu habituel. Le jeu, c'est un étranger. Il vient juste pour faire un travail et puis il met son argent dans la poche. Le jeu de l'éternelle troisième voie? Troisième voie. Le jeu de l'éternelle troisième voie. Est-ce que cette fois-ci, il va y arriver? Non, mais écoutez, nous savons. C'est-à-dire que l'histoire se répète. L'histoire se répète, mais cette fois-ci, il y a la génération Ingeta. Il y a la génération Elaka, qui ne peut plus permettre ça. Vous savez, le Congolais a le droit quand même de jouir de ce que Dieu lui a donné sur son territoire. Notre peuple a tellement souffert qu'il n'y a que les étrangers qui ont profité largement, comme les Kengo. Je disais d'ailleurs que le travail des combattants n'a pas été vraiment achevé. Kengo, c'est un homme qu'on doit pendre haut et court. C'est quand même grave, prendre quelqu'un. C'est pas grave. C'est grave pourquoi? Quand on nous tue, c'est normal. Quand nous disons ceux qui nous tuent, on doit les prendre, les mettre au stade, publiquement les pendre, pour qu'on ne vienne plus jouer avec nous. Ça devient grave. C'est pas grave. Maintenant, c'est-à-dire que c'est le peuple qui prend carrément ses marques. C'est ça la véritable indépendance. Cette indépendance consiste à inquiéter ceux qui viennent, tous ces imposteurs qui viennent avec des intentions de nous dominer, de spolier nos richesses et tout ça. Ces gens-là doivent être pendus. Vous comprenez? Mais comment expliquer, Freddy Mulongo, que nous avons fui nos pays pour venir dans le pays qu'on appelle les pays civilisés? Ces gens qui se disent civilisés soutiennent les barbares qui nous tuent. Parce qu'en venant ici, nous ne sommes pas venus en tout cas de gaieté de cœur. Si tout était vraiment arrangé de manière à ce que les Congolais vivent comme il se doit dans leur pays, ils ne pouvaient pas venir laver les fesses de Blanbec ici, en Europe, pour avoir l'argent, et cet argent continuer à payer par Western Union à nos nombreuses familles qui ne sont pas qui ne sont pas aidés, qui ne sont même pas, qui n'existent pas dans la tête de ceux qui gouvernent ce pays-là. Vous comprenez ça? Le bilan de Western Union de l'année passée, 2 milliards que nous envoyons de l'extérieur pour l'intérieur. Et le gouvernement congolais fait quoi pour le peuple auquel il a demandé le suffrage? Qu'il faut me voter, il faut nous voter. On vous vote pourquoi? On vous élit pourquoi? Pour pérenniser la misère ou bien pour nous donner un bien-être? C'est ça. Alors, nous savons, mais le peuple sait maintenant qu'il a sanctionné. Et d'ailleurs, on ne pouvait même pas arriver à cette sanction-là par le vote. Il fallait d'abord arrêter l'imposteur, puisque c'est lui qui est à la tête de ce pays. Et il n'est pas congolais. Comment les Congolais peuvent aller avec lui en compétition sur leur propre territoire? C'est là aussi une dichotomie qui dérange
qui dérange. C'est pourquoi nous sommes carrément, nous nous recrutons dans le cadre de la rigueur, d'une radicalisation totale. Vous comprenez? Pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Ce petit bonhomme est arrivé à la tête de notre pays en 2001. Nous avons sonné l'alarme. Il y en a qui nous disaient « Ah, bon, tu gagnes en total ». Aujourd'hui, total, c'est de l'esclavage chez nous, sur notre propre territoire. Mais il a déjà 15 milliards d'euros dans... Ça va revenir. Nous allons... Non, c'est l'argent du Congolais. C'est l'argent du Congolais, Freddy. Ce petit-là, il fuit à l'extérieur. Les Congolais sont à l'extérieur. Nous allons le traquer. Nous allons devenir comme la famille Karlfeld, dont la profession est chasse aux nazis. Jusqu'au dernier, celui qui a participé donc au génocide congolais, sera poursuivi, même jusqu'à son enfant, à son arrière-petit-enfant. Cet argent-là reviendra aux Congolais. Le gouvernement qui gardera cet argent, qu'il sache effectivement que le Congo est un État indépendant, est un État souverain, il va revoir les accords avec ce pays-là. Comprenez? Donc, nous vivons une nouvelle étape, l'étape d'une véritable révolution, d'une véritable libération nationale, non seulement une libération des territoires, mais une libération d'esprit aussi. Il faut que le Congolais se mette en tête qu'il vient, il est l'émanation des grandes civilisations médiévales. Que le Congolais n'est pas quelqu'un qui vient de n'importe où et qui doit se laisser dominer par les gens qui étaient dans des grottes ici en Europe. Vous comprenez? Nous savons ce que l'Europe a été au Moyen-Âge. Et à ce moment-là, le Congo était une grande puissance en Afrique. Il faut dire ça aux jeunes Congolais, qu'ils sachent que nous sommes victimes d'une domination étrangère. Hein, et que nous n'avons rien à envier à ces gens. Nous sommes des gens issus des grandes civilisations et nous sommes dépositaires de grandes valeurs morales, éthiques et tout ça. Voilà, Bwana Kaumbu, je sens que vous en avez parlé surtout avec votre cœur, avec votre tête, avec tout ce qui vous caractérise. Mais quelles sont les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous aimeriez partager avant qu'on se dise au revoir? Je salue d'abord la bravoure de la jeunesse congolaise actuelle. La génération Elaka. La génération Ingeta. Ezali makambo solo. Mboka na biso ezoyela biso tokoko kipere yango. Bolala te. Bolala te. Botelema. Vous êtes en train maintenant d'écrire l'histoire. Oyo Lumumba Lobaki. Cette histoire ne sera pas écrite par Londres, par Bruxelles, ou par Washington, ou je ne sais pas où. C'est une histoire qui sera écrite par les enfants du pays, donc les Congolais eux-mêmes. C'est ce que nous sommes en train d'écrire. Je suis fier du travail que la résistance est en train de faire. Je suis fier des jeunes comme Odombo, comme Harry Mouké, comme le pasteur Élysée en Afrique du Sud. Je suis fier du professeur Lengi en Amérique, Fourmi Rouge. Nali fier, surtout fier, na ban à Londres. Na ban à Londres, parce que ban à Londres, bino, tala, bino, kalamingi ite otogutana. Togo bongi samboga na biso. Vous serez fiers. Vous serez fiers, Bogotala. Peba mindele, na ba onyonso, ba kote libiso complot, ba kofuka melabiso. Ingeta. Voilà, c'était là le mot de la fin avec Bwana Paul Kaumbu.
que nous remercions vivement. Merci pour votre bravoure, merci pour votre engagement patriotique, mais aussi l'effet que à chaque fois que nous venons vous voir, effectivement, nous avons toujours des choses nouvelles par rapport à la résistance congolaise, notamment ici en Suisse. Nous vous disons merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Freddy.